Les filles de Rachi est le premier congrès mondial réunissant les voix des femmes de toutes les tendances du judaïsme. C'est un manque aujourd'hui dans le judaïsme d'avoir 50% de la population juive où leur voix était muette. Je trouve que le projet de la fille de Rachi, ça remplit à la fois les racines du judaïsme en France, avec Rachi, le grand commentateur de la tradition biblique et talmudique, cette fille qui l'a poussé ou-même de s'instruire et aussi d'enseigner aux autres. Faire vivre la voix de Rachi, c'est ce que souhaite la maison Rachi, en redonnant la parole aux filles de Rachi. Durant 2 jours, 18 femmes, docteurs en Bible, en Talmud, en Midrash, en loi juive, rabbins et enseignantes de toutes les tendances du judaïsme, y ont animé des ateliers avec des étudiantes. D'avoir ça ici en France, où il y avait un grand manque, en lacune, quelque part, c'était important de pousser ça et développer ça pour être de nouveau en lumière pour d'autres judaïsmes partout. Nous sommes encore dans un monde qui aime classer les êtres selon leurs origines, leur identité, leur orientation sexuelle, leur âge, la couleur de leur peau. Et pourtant, une âme est une âme. Et si l'on s'inspire de la Genèse, elle a été créée à l'image de Dieu. Et à toute âme, on doit laisser l'accès à la connaissance, au texte, à l'écriture, même si cela n'a pas été le cas auparavant. Parce que le passé n'est pas un gage d'authenticité, de sincérité et de dignité. L'avancée des droits des femmes, ou la reconnaissance de la nécessité de leur faire de la place, ne suit pas du tout un chemin linéaire dans l'histoire. Et à chaque époque, il existe un risque de demi-tour, de régression. Nous savons toutes et tous que rien n'est gagné en matière de droits des femmes. Je crois que notre époque le démontre malheureusement constamment. Mais je crois que quiconque évolue dans le monde de la pensée religieuse le sait encore mieux. Rachi a été un innovateur en rendant le texte de la Torah et du Talmud accessible au plus grand nombre. On ne peut pas imaginer que dans ce nombre, sa femme et ses filles n'aient pas été considérées, incluses ou écoutées. Ça m'a semblé de ma responsabilité de participer à ce congrès. Ce n'était pas un congrès libéral ou ma sortie, c'est un congrès pluriel. Chacun dit sa version, n'est-ce pas, des bénédictions. On ne peut pas faire la guerre ici. Les êtres humains ont plus de compassion envers les hommes qu'envers les femmes. Aval Akadosh Baruch Enoken. Mais le Saint béni soit-il n'est pas ainsi. Je trouve que ce texte est d'une modernité incroyable parce que il oppose la pensée de l'être humain, qui est une pensée patriarcale à cette époque-là, à la pensée du Saint béni soit-il, qui est au-dessus du sexisme. Au fond, les juges et les dirigeants du peuple sont des hommes parce que les êtres humains accordent plus d'importance aux hommes qu'aux femmes, mais le Saint béni soit-il est au-delà du sexisme. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, donc entre le 5e et le 8e siècle, ou peut-être avant, parce que les midrashim ont été aussi transmis oralement avant d'être mis par écrit, à un moment donné, il y a un rabbin, probablement un homme, qui a dit d'accord, la société patriarcale, mais en fait, c'est pour les besoins de la société qu'elle est patriarcale, mais Dieu est au-delà de cela. Et bien sûr, on pense à ce qui est écrit dans la Genèse, Zara Runokeva Baraotam, donc que hommes et femmes ont été créés à l'image divine. Oui. 2 visions, celle des hommes et celle de Dieu. Celle des hommes est sexiste, celle de Dieu est magnanime, plus égalitaire. Et on retourne et on garde celle des hommes en disant mais ne vous en faites pas, Dieu il est bien.
Mais que m'importe que Dieu soit bien si je vis dans un monde d'hommes, s'il n'y a pas de Dieu pour influencer les hommes? C'est bien gentil de dire que Dieu, il est OK, nous, on fait autrement, mais Dieu, il est OK. Très bien, alors Dieu, dans sa vanitude, il est OK. Mais moi, je vis dans un monde où l'homme ne prend pas exemple de Dieu. Nous étions tous, lors de ce congrès, pareillement préoccupés par la nécessaire évolution de la place de la femme juive dans la sphère privée comme dans la sphère publique. Les voies que nous empruntons peuvent être très différentes, mais il me paraît tellement important de pouvoir échanger, de pouvoir s'asseoir ensemble, dialoguer et mettre en commun nos réflexions, et ceci sur aucune autorité orthodoxe, à l'Afrique sérieuse ne l'interdira. Je veux dire, c'est tout l'intérêt du peuple juif qui est en jeu, et nous avons besoin de toutes les forces vives. J'ai étalé devant moi les noms de mon Dieu sur le sol de ma chambre fraîche. Shem shekarativ bo ksherucho nafach bi. Le nom par lequel je l'ai appelé quand il a insufflé en moi son esprit. Veshem shekarativ bo beyoti ne'ara. Le nom par lequel je l'ai appelé quand j'étais encore une jeune fille. Veshem shekarativ bo ksheleish nimsarti. Le nom par lequel je l'ai appelé quand j'ai été donné à un homme. Veshem shelekol lakol shuv animutara. Le nom par lequel je l'ai appelé quand j'ai à nouveau été permise à tous. Shem shekarativ bo ksheorai ayuli legag. Le nom par lequel je l'ai appelé quand mes parents étaient mon toit. Veshem be'en litikra. Et le nom quand je n'avais pas de toit. I think many of us as women leaders are afraid to take the power that's there for us. But at some point, like Esther, frightened and maybe inexperienced, we have to do that. And when Esther did that, she moved from the bedroom to the boardroom, from the harem to the palace, from the home into history. De nombreuses femmes se sont laissées dire qu'elles n'avaient pas le droit d'étudier. Leur âme en a été rétrécie. Il est temps de les laisser accéder au savoir, à l'interprétation, à la capacité de rêver au plus haut de leurs ambitions afin de contribuer à la construction d'un monde meilleur. Il y a des commandements qui sont particulièrement importants et l'étude de la Torah équivaut à tous les autres commandements. Pour moi, toujours avec en filigrane, l'idée que l'étude de la Torah est importante parce qu'elle mène à l'action également. Donc ça, si c'est le filigrane peut-être des questions qu'on se pose pour que notre étude soit mélangée à nos paroles, intégrée à nos paroles et en même temps nous mène à l'action, c'est un fil qui est important et intéressant. Et donc l'étude, est-ce que c'est un devoir pour les femmes et les devoirs dans la tradition juive, les commandements, c'est le pouvoir aussi. Parce qu'être commandé de quelque chose, ça veut dire être dans un certain cadre et ça veut dire pouvoir agir à l'intérieur de ce cadre. Quand les femmes participent à l'étude, c'est comme si la subversion de la lecture pouvait commencer, mais au sens positif du terme. Tout à coup, il y a comme des versions qui avaient été mises en suspens ou qui avaient été éclipsées ou cachées, qui sont à découvert. Quand les femmes participent à la conversation et à l'exégèse a fortiori, c'est comme si les voix du féminin étaient libérées et pouvaient être parlées, pas simplement par les femmes, mais aussi par les hommes qui tout à coup étaient capables de faire parler le texte et le texte sujet à l'exégèse autrement.
Moi, quand j'étudie les textes, c'est exactement ce que disait Delphine Orwiller hier, où on a une sorte de sous-texte dans le texte, et le fait que je suis femme et que j'ai donné déjà la vie, merci à Dieu pour ça, le texte, quand je le lis, il me parle en tant que femme, et je le transmets en tant que femme. J'ai une grande méfiance face à des lectures qui seraient dites machistes ou féministes de la Kabbale, au sens où j'ai l'impression que justement, une certaine déconstruction des idées genrées peuvent se faire par la Kabbale, et donc je ne sais pas si je dirais que l'enseignement en est machiste parce qu'il est transmis par des hommes. Sinon, rien ne peut être sauvé dans la tradition si on part de ce prisme-là, et donc je pense qu'il est très important de partir d'un a priori plus bienveillant en quelque sorte vis-à-vis de textes qui contiennent en eux la possibilité d'être compris autrement. En fait, je pense qu'il faut passer par la réinterprétation. Le grand plus, c'était de montrer que les femmes sont capables. Et aussi que les hommes sont là pour montrer que les femmes sont capables. J'étais très content qu'elle ait les hommes là-bas, pas suffisante cette fois-ci, pour la prochaine, j'espère plus. Mais j'ai toujours pensé que la personne qui peut pousser le féminisme dans n'importe quel domaine de la société, dans le judaïsme ou d'autres, c'est souvent les hommes. Et donc, de voir ça tous ensemble, d'étudier tous ensemble et de partager de toutes les tendances du judaïsme, pas dans le but de convertir ou convaincre qui a raison, mais vraiment de tirer un enseignement et apprendre de l'un de l'autre. Il y a parfois un hiatus insupportable entre des femmes qui sont majeures dans leur vie personnelle, professionnelle, et mineures, c'est ainsi que j'aime le dire, dans leur vie synagogale ou spirituelle, ou considérée comme telle. C'était donc la première fois qu'une femme se présentait dans cette institution. Ils ont répondu non, c'est tout ce que je sais. Non, je ne pouvais pas me présenter. Et par ailleurs... Ce n'est pas question d'aller chez les Dayanim pour chercher opinion halachique, mais ils sont allés là pour avoir un alibi. Hein? Tout à fait. C'est dit en français? Tout à fait, sachant que moi, je candidatais non pas ni pour être rabbin, ni demi-rabbin. C'était uniquement dans l'association qui est régie par la loi française de 1905. Donc c'est une question de gestion et pas du tout ni de halakha ni de quoi que ce soit. Et par ailleurs, autour de la table du conseil d'administration, un administrateur, par ailleurs avocat, donc avocat au barreau français de Paris, a dit il faut que nous changions les statuts pour que cela n'arrive plus. Donc, je crois que j'ai... Si on cède et on dit Madame Guggenheim peut avoir ce poste-là, on dit mais ce sera la seule exception. Moi, quand je me suis présentée, j'ai dit que j'ai été ordonnée. J'ai été ordonnée par mon maître, le rabbin Daniel Landes. Mais je pense que beaucoup plus important que j'ai été ordonnée par le rabbin Daniel Landes, qui est un geste qui vient du haut et qui, du coup, marque, en fait, va concentrer l'opposition, puisqu'on ne veut pas que la femme reçoive une fonction qui vient du haut. Ce que le beaucoup plus important que l'ordination du haut, c'est l'ordination du bas. Le fait qu'il y a des communautés qui nomment des femmes rabbins, qui soutiennent des femmes rabbins. En hébreu, les ordonnés, c'est les asmir. Les asmir, c'est donner quelque chose à quelqu'un. Les samchout, donner le pouvoir. Voilà, femme, allez-y. Qui veut être Magbiha? Vers Golelet? Ah non. Magbiha, Golelet. Les rabbins, c'est comme s'ils en avaient une conscience particulière parce que eux, ils savent très bien ce que c'est d'être impuissant au niveau politique. Et donc, parce qu'ils sont les impuissants du système, politiquement, ils n'ont pas de souveraineté, ils n'ont pas d'armée, les rabbins du Talmud, ils vont développer la puissance de l'impuissance. La puissance de l'impuissance, de leur point de vue, c'est cherev apipiot, c'est-à-dire une armée, ou la métaphore qu'ils utilisent, c'est que leur bouche est comme une épée. Et donc, ils ont cette capacité à combattre avec les mots et avec le langage. Et ça a été l'outil des femmes, et ça a été l'outil des impuissants. Ça a été l'outil des rabbins et des juifs à travers l'histoire. Ça ne peut pas être la seule arme, parce que bien souvent dans l'histoire, ça ne suffit pas. Mais il y a quand même quelque chose qu'on peut comprendre de ça, qui est la colère, et la façon dont le langage peut en être impacté de cette colère pour produire quelque chose d'incroyablement résilient.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני. Les Wimpel qu'on a dans le monde juif n'ont pas les noms des femmes, seulement des petits garçons que les femmes ont fait. C'est-à-dire, c'est ça l'accès que les femmes juives ont eu à la Torah. Ce jour-ci, nous disons que nous avons l'accès à la Torah au-delà du Wimpel. Mais on a tout le respect du monde pour les femmes anonymes qui ont fait des Wimpel. Nous avons le respect pour nos mères et nos grands-mères de toutes les générations. We know the famous ones, right? Bouya, who was the wife of Rabbi Meir Yalta, of which we spoke about this morning, the wife of Rav Nachman, Ima Shalom, with Rabban Gamliel. They're somehow connected to power. And in a way, this is why they have a voice. On a parlé quand même de deux femmes qui viennent en tout cas de maisons où il y a un pouvoir déjà à la base. Donc, comme les filles de Rachi. Voilà. Et qu'en est-il pour les autres? Donc, comment on peut traîner derrière soi les wagons avec tout le monde, en fait? Voilà, c'est une question intéressante. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lieux en France où on peut discuter de l'implication de chacun, de la lecture des textes, et aussi de montrer, au fond, à la communauté juive française que des femmes sont tout à fait capables d'étudier la Bible, le Talmud, le Midrash, la Halacha, et qu'elles peuvent parler au nom du judaïsme. Il y avait à la fois une exigence et une humanité, une exigence dans le contenu des ateliers et dans l'étude, avec une excellence des participants, et une humanité de rencontre entre les différentes tendances du judaïsme. Alléluia, Alléluia, C'était ça qui m'a toujours poussé dans le judaïsme, que chacun peut être bien dans son propre pensée et qu'il peut apprendre de l'autre. Nous avons chacun une vérité. Et si j'ai une vérité, ça me pousse de demander à apprendre votre vérité. Et si je connais votre vérité, et j'ai une vérité, mais ni un ni l'autre a la vérité, mais nous pouvons rapprocher vers la vérité. Ne dis pas tes filles, mais dis tes bâtisseuses. Grande est la paix de tes bâtisseuses. Nous avons accompli nos missions, ainsi se clôture ce Seder Nashim. De même que nous avons eu la chance et le mérite de le vivre ensemble aujourd'hui, puissions-nous être encore rassemblés pour le vivre à l'avenir. Nous avons accompli nos missions, puisse leur esprit se répandre dans ce dialogue inter- et intra-religieux, dans cette harmonie et cette diversité, dans le respect de la tradition, par le souvenir du passé et par l'audace de l'avenir. Nous avons accompli notre mission. Restons des constructrices, des bâtisseuses de paix, des bâtisseuses de Rachi, des bâtisseuses de l'étude juive au futur.